La FESAC, on utilise beaucoup son acronyme parce que son nom complet, c'est l'Association des fondations d'établissements de santé du Québec. Alors, comme c'est un peu long, on utilise plus AFESAC. Sa mission, ben, c'est d'unir ses membres, de représenter leurs intérêts, favoriser le maillage entre eux et aussi beaucoup de promouvoir les meilleures pratiques dans l'ensemble de la philanthropie, mais incluant dans ça tout ce qui a rapport à la gestion, les communications, la gouvernance, alors tout l'ensemble du processus en philanthropie. La FESAC représente 95 fondations d'établissements de santé du Québec, des fondations hospitalières, mais aussi des fondations de tous les domaines, dont parfois soins palliatifs, CHSLD, etc. On a aussi des membres qu'on appelle, nous, nos membres affiliés, qui sont là plus pour des services de la FESAC, mais les membres réguliers, c'est 95 fondations. Les fondations d'établissements de santé du Québec, ça représente quand même un très, très gros volume de levée de fonds au Québec. On parle pour les 200 fondations d'établissements de santé d'à peu près 460 millions de dollars de revenus en 2018, ce qui est quand même assez important. La FESAC comme telle a un petit peu de, je dirais, une certaine chance pour le début de la pandémie, en ce sens que nous, les revenus de la FESAC sont essentiellement divisés en trois grands moments, c'est-à-dire une subvention qu'on reçoit une fois annuellement et que de toute façon, elle n'était pas impactée. Dans un deuxième temps, le membership qui se renouvelle en été. Donc, le renouvellement ayant eu lieu l'été dernier, encore une fois, on n'a pas été impacté. Et le colloque, qui est notre troisième grande source de revenus, qui se passe en novembre. Alors, on sait qu'à très court terme, la FESAC, au niveau des revenus, n'a pas été impactée. Par contre, on ne sait pas ce que l'avenir nous dit. On sait déjà que pour novembre, il y aura quand même un impact. Puis au niveau de nos façons de travailler, ben c'est sûr et certain qu'on avait quand même une partie chez nous de travail à distance, mais là c'est devenu comme un peu tout le monde du travail à 100% à distance. Un volet qui est quand même bien important du côté de la FESAC, c'est le volet accompagnement, service conseil aux membres, et il s'est très 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 vite transformer ce service-là en accompagnement d'urgence. Donc, inévitablement, dans le fond de ce qu'on fait, ça n'a pas changé beaucoup, mais évidemment, au niveau de la façon d'accompagner les membres, ben là, les demandes y étaient de tout ordre, y compris de les aider à démêler les subventions parce que tout le monde, personne n'y voyait clair, en fait. Alors, c'est ça pour la FESAC. Au niveau de nos membres, bien entendu, ben pour eux, l'impact a été différent. Comme l'ensemble des membres de la FESAC, ce sont des fondations. Donc, essentiellement, les fondations chez nous, ce sont pas des organismes de bienfaisance au sens du service. C'est vraiment des fondations pour la levée de fonds. Donc, on savait qu'il y aurait un impact là. Au niveau eux autres même de leurs propres membres, ben l'impact est aussi dans le même sens, c'est-à-dire que et comme ils n'ont pas nécessairement beaucoup, la grande majorité n'ont pas de service comme tel, ben ça ne changeait pas beaucoup. Il y a beaucoup d'organismes, évidemment, à travers la province qui ont eu beaucoup d'impact au niveau des services. Et nos fondations, bien entendu, ont dû modifier beaucoup de façons de faire dès le début de la crise. Mais pour la FESAC, l'adaptation, évidemment, on a dû prendre certaines décisions à très court terme. On a toujours beaucoup de webinaires à la période du printemps, là. Donc, nous, avril, mai, juin, il y avait plusieurs webinaires qui s'en venaient avec des sujets qui traitaient, par exemple, la gestion des RH, la gouvernance, la fiscalité. Alors, tous ces webinaires-là, on les a mis de côté, on les a annulés. Et on a transformé ça pour créer des webinaires qui ont eu lieu en juin, qui étaient beaucoup plus
pas directement reliés à la crise, mais avec des sujets qui allaient définitivement plaire à nos membres ou accompagner nos membres. Et on a profité dans ce sens-là de la subvention, le PACME, qui permettait là, à beaucoup, même la majorité des fondations, là, ils ont fait la demande, puis ils ont reçu de l'accompagnement là, pour suivre ces formations-là. Alors, on a donc adapté au niveau de notre façon d'accompagner les membres, évidemment. Donc, on a passé beaucoup plus en mode d'urgence. Puis pour des décisions à plus moyen terme, parce qu'au début, on a fait comme tous les organismes, hein, on n'était pas trop sûr de comment ça se passerait. On a dû donc s'ajuster un peu à mesure, puis la fameuse expression de construire l'avion en même temps qu'il volait, je pense que ça s'est appliqué à nous puis à toutes les fondations membres de la FESAC. Alors, on a entre autres pris une décision assez rapidement en mai que notre colloque de novembre devenait un colloque virtuel. Et nécessairement, bon, prendre la décision, c'est une chose. Maintenant, la mettre en place, l'organisation d'un colloque virtuel, on a évidemment tout de suite été voir qu'est-ce qui existait au niveau des plateformes, au niveau des façons de faire, mais ça a impliqué beaucoup de revoir complètement. Quand tu as au colloque, par exemple, des ateliers un peu de type formation qui durent 1h15 minutes, on peut pas être toute la journée devant son écran à suivre des formations d'1h15 minutes. Donc, ne serait-ce qu'au niveau du contenu, mais aussi au niveau de tous les éléments de réseautage, au niveau des partenariats. Normalement, à cette date-ci, là, vers la fin juillet, à peu près tout le colloque est déjà organisé pour novembre, alors que cette année, ben là, on est vraiment encore là, dans la grosse organisation. Fait qu'essentiellement, pour la FESAC, les impacts, c'est à ce niveau-là. Au niveau des fondations, bien évidemment, il y a eu aussi un petit peu des phases, un petit peu comme je disais il y a un instant, que nécessairement tout le monde a dû s'adapter. Au tout début, pour les fondations, ce qui a nécessité une adaptation très, très, très rapide, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'événementiels qui se passent pour les fondations au printemps jusqu'au début de l'été. Ne serait des soirées, des soirées galas, des balles, des tournois de golf, puis aussi beaucoup d'événementiels du type aussi peer-to-peer, donc par exemple des défis vélos, des courses, ce genre d'événements-là. Alors évidemment, dès le début, ne sachant pas combien de temps ça durait, ben les décisions se sont prises à court terme. Tout le monde a réagi. Il y a eu quand même à ce niveau-là, je dirais, là, tout n'étant pas égal, je trouve que c'est important de le dire. Nous, on a 95 fondations qui sont vraiment situées partout dans la province. Puis on a des fondations qui amassent des fonds de l'ordre de 150, 200 000 $ par année jusqu'à des fondations comme la fondation, par exemple, de l'Hôpital général juif, qu'on parle de dizaines de millions de dollars par année. Donc, la palette est excessivement large. Alors, autant au niveau des façons de s'adapter, des réactions, ça n'a pas été la même chose partout, mais là, je vous trace quand même des grandes lignes. Au niveau de l'événementiel, clairement, il y a eu des réflexes, des bons réflexes, puis que ça a bien fonctionné, en ce sens qu'au tout début, les gens, autant qu'ils s'étaient inscrits à des événements, peu importe le type d'événement qui devait avoir lieu fin mars, début avril, mi-avril, et aussi les partenaires, donc les commandites qu'il y avait pour ces événements-là, ben, les fondations ont beaucoup eu le réflexe de se tourner vers eux rapidement et de leur dire, bon, vous voyez bien la situation qui arrive, l'événement peut pas avoir lieu. Et beaucoup de gens ont eu une grande générosité, autant au niveau que des entreprises que des individus, pour transformer l'inscription à un événement en don. Alors, je dirais que ça a eu quand même, à très court terme, pour plusieurs fondations, ça a atténué quand même beaucoup l'impact. Bien entendu, là, tout de suite après, là, il fallait voir pour ceux qui avaient des événements prévus en mai, en juin, puis rapidement prendre des décisions, parfois des événements où la vente de billets ou les inscriptions n'avaient pas commencé à avoir lieu. Alors donc, il y a eu inévitablement là des
je dirais là, ça a été plus complexe. Les annulations d'événements, ben là, c'était moins évident de transformer ça en dons. Il y a eu quand même un certain nombre de bonnes, comment je peux dire, de bonnes réactions, de bonnes idées. Mais comme tel, là, c'est là que ça a commencé à se compliquer. Aussi, au début, pour les fondations, ben ça a provoqué évidemment beaucoup de questionnements, à savoir, bon, on voyait bien, on entendait tout le monde, là, on suivait les conférences de presse au jour le jour, comme tout le Québec, puis même, je dirais, comme toute la planète le faisait. Mais c'est qu'inévitablement, là, il y a eu des questionnements très rapides à savoir, bon, on a des sollicitations postales, par exemple, prévues. Que fait-on avec la sollicitation postale? Est-ce que les gens vont, par rapport aux pertes d'emploi, par rapport aux incertitudes de l'économie, par rapport à toutes les incertitudes, évidemment, qui entouraient d'un point de vue santé humanitaire la crise COVID. Donc, il y a eu au début comme un pied sur le frein assez évident. Il y a quand même beaucoup de gens du milieu, les spécialistes, les gens qui travaillent pour les firmes, Université de Montréal, etc. Il y avait quand même une assez bonne unanimité de dire non, il faut pas arrêter. En temps de crise, dans le passé, ça a été démontré, il faut garder le contact avec les donateurs, etc. Alors, très rapidement, les fondations se sont beaucoup adaptées à ça. Il y a eu à la fois une adaptation dans le message. Évidemment, il y a eu un grand nombre de fonds COVID-19 qui ont été créés, des fonds spéciaux, dans le but vraiment de soutenir là, des urgences à court terme, mais aussi avec des idées sur on ne sait pas combien de temps la COVID va durer, donc essayons de prévoir là, plus dans une perspective de moyen long terme. Donc, c'est sûr et certain que ces adaptations-là ont mené vraiment à des résultats aussi quand même assez intéressants. Il y a beaucoup de donateurs, probablement la santé étant, puis les fondations de la FESAC ou toutes les fondations du domaine de la santé, ont quand même, je dirais, puis bon, j'ose presque, j'hésite à dire le mot, mais je dirais quand même un certain avantage en ce sens que les gens sont probablement en ce moment plus sensibles à donner pour la santé qu'ils peuvent l'être dans plusieurs autres domaines qui ont tous été impactés de façon incroyable en ce moment. Ceci étant dit, malgré l'élément positif en lien avec les réactions par rapport à l'événementiel, mais aussi par rapport à ce qu'on a fait au niveau des collectes de fonds de dons. Un grand nombre de fondations a fait la demande de subventions salariales, ce qui démontre donc qu'il y a eu des pertes. Il y a eu des pertes évidemment quand même au niveau des dons, au niveau de l'événementiel, mais aussi il y a eu d'autres éléments qui ont été impactés pour les fondations. Par exemple, les fondations qui géraient les stationnements. Au tout début, les stationnements d'hôpitaux ont été complètement arrêtés. Fait que donc, il y a eu de la perte de revenus là, sans compter qu'on était dans une période où il y avait un changement qui était en préparation par rapport aux revenus de stationnement, mais aussi toutes sortes d'autres revenus de type là, commerciaux ou accessoires, comme par exemple des fondations qui gèrent les boutiques ou qui gèrent les cantines dans les hôpitaux, ce genre de choses-là. Et bien entendu, avec la plupart des fondations ont des années financières qui finissent le 31 mars. Alors, pour l'année qui finissait le 31 mars, ça a été la toute fin de le tout début de la COVID, mais la toute fin de l'année financière. Mais ce que ça a eu quand même comme impact, c'est que là, il y a eu des importantes chutes boursières. Alors, nécessairement, ben, les revenus de placement, les fonds de dotation, etc., ben, ils ont goûté beaucoup pour ceux qui avaient une fin d'année au 31 mars. Puis pour ceux qui ont une fin d'année au 31 décembre, ben là, on ne sait pas encore. Fait que d'une fondation à l'autre, évidemment, ici, il y a un impact qui peut varier. Au niveau des besoins reliés directement à la COVID, par exemple, les demandes de subventions, ben, on a fait de notre mieux, évidemment, pour nous-mêmes essayer de trouver des réponses en parlant aux députés, etc. Donc, pour accompagner nos membres pour des éléments de ce type-là
techniques pour les accompagner pour des besoins immédiats. Alors, inévitablement, on a dû y consacrer du temps, mais on trouvait que ça valait la peine quand même par rapport au nombre de membres que nous avons. Puis de toute façon, la FESAC, c'est un organisme de service, donc inévitablement pour ça. Mais une des forces de la FESAC, c'est la mise en réseau, c'est la mise en contact des gens. Et on faisait, avant la COVID, un certain nombre de cercles d'échange qui étaient pour les directeurs, les directrices généraux des fondations, mais aussi pour les administrateurs et pour d'autres corps d'emploi, comme par exemple en communication, en événementiel. Alors, dans le cadre de la COVID, on a beaucoup accéléré ça. On a un certain nombre de membres, comme n'importe quelle association, qui sont très participatifs au niveau des activités, que ce soit les colloques, les formations, mais aussi au niveau des cercles d'échange, auxquels chacun de nos cercles d'échange, il y a un Facebook privé qui est associé à ce cercle d'échange-là. Facebook qui sert vraiment sous forme de forum. Donc, les gens peuvent beaucoup communiquer entre eux de cette façon-là pour se poser des petites questions. Des fois, ils viennent à nous, des fois, ils le font entre eux, puis nous, on l'alimente. Mais inévitablement, dans le cadre de la COVID, ça s'est beaucoup accéléré. Le nombre de cercles d'échange qu'il y a eu, à un moment donné, ça passait d'un par 2 mois où on en a eu 3 en 1 mois et demi à peu près pour à peu près chaque domaine. Puis le niveau de participation aussi s'est multiplié par beaucoup. Par exemple, les administrateurs, où on pouvait avoir 10-12 personnes qui participaient avant la COVID par des modes comme Zoom, GoToMeeting, en tout cas, on les connaît toutes maintenant, les plateformes, mais on se servait de ça étant donné qu'on est provincial avant. Mais le niveau de participation a augmenté énormément. Fait que ça a fait en sorte que cette mise-là en réseau, puis l'utilité du volet, justement, service accompagnement de la FESAC a quand même été beaucoup utilisée dans ce cadre-là. Il y a vraiment une initiative nationale qui a été mise en place assez rapidement, qui est venue de grandes fondations, 6 ou 7 grandes fondations pan-canadiennes, c'est-à-dire les fondations comme telles ne sont pas pan-canadiennes, mais à travers le Canada. Donc, il y avait au Québec la fondation du CHU Sainte-Justine qui faisait partie de cette initiative-là et ça venait beaucoup des présidents, présidentes, directrices, directeurs généraux. Et ce fonds-là, qui s'appelait en anglais Frontline, ligne de front, j'ai eu les chiffres justement hier qui s'étaient rendus à plus de 12 millions de dollars amassés, qui étaient directement en lien. Fait que donc, la campagne, la façon qu'elle a été construite, c'était vraiment pour le soutien très direct en lien avec la COVID. Donc, autant beaucoup par rapport aux intervenants qu'à des besoins là, très concrets, comme par exemple, on a beaucoup entendu parler des tablettes qui ont mis en place pour que les gens des CHSLD puissent communiquer avec leur famille, ce genre de choses-là. Fait que et la recherche, bien entendu. Fait que ce fonds-là a beaucoup servi pour ça. Fait que ça, c'est une initiative pan-canadienne où 170 fondations, essentiellement d'hôpitaux, mais aussi de CHSLD à travers le Canada, dont 50 au Québec et beaucoup des membres de la FESAC ont participé. Au niveau des initiatives plus locales, il y a eu à la fois effectivement beaucoup de fonds spéciaux COVID-19 qui ont été créés il y a certaines fondations parce qu'effectivement, on n'a pas, comme la plupart du temps dans des cas comme ça, les chiffres, on les a quand même pas mal après pour en faire une analyse puis les décortiquer. Mais par contre, on a quand même eu de façon ponctuelle des réactions où certaines fondations nous disaient l'année dernière, en mai, on a fait notre sollicitation et on l'a fait cette année exactement au même moment en adaptant le message par rapport à la COVID et on a eu 10% de plus de dons que l'année dernière. Donc, on avait des exemples vraiment concrets et plusieurs où la quantité ou le nombre de dons et le montant de dons a été plus élevé qu'en temps normal. Fait que ça, c'est quand même des exemples concrets assez inspirants. L'autre élément qui a été fort intéressant dans la créativité des fondations, c'est que plusieurs fondations ont réussi
à transformer des événements en événements virtuels. Un peu comme on a vu beaucoup dans le domaine des arts. Il y a quand même beaucoup d'artistes, d'orchestres qui ont créé toutes sortes de choses qu'on a vues sur Facebook, puis qui ont été d'une grande générosité dans la façon de le faire. Mais là, les événements qui ont été transformés avec quand même beaucoup je dirais beaucoup d'originalité. Pour vous donner deux exemples concrets, il y avait un souper homard, un gros souper homard qui était prévu en face à face, qui a été transformé en événement virtuel avec des livraisons, mais avec de l'animation, évidemment toujours encore une fois en électronique. Mais ce genre d'événements-là ont eu des résultats vraiment assez spectaculaires. Il y a eu aussi un certain nombre d'initiatives communes, comme par exemple, il y a 5 fondations qui se sont associées ensemble avec le Cirque Éloise, avec certains partenaires, et qui ont créé des capsules. Alors là, on était moins dans la levée de fonds, mais quand même dans quelque chose qui a été beaucoup utile, des capsules pour mettre en valeur les gens qui travaillaient un peu partout dans le domaine de la santé et qui se sont, à la fois illustrés dans ce qu'ils ont fait, mais aussi qui ont travaillé excessivement fort. On a entendu parler beaucoup. Donc, ça fait partie des éléments quand même positifs qui ont ressorti à travers les fondations, juste pour vous en nommer quelques exemples comme ça, là. Au niveau de la FESAC, nécessairement, on a tout de suite pensé en essayant de chacun des gestes qui demandaient pour nous une adaptation, une mise en place, de penser à la fois à du court et du long terme. Donc, par exemple, le colloque qui en ce moment demande une transformation vraiment presque complète. Autant au niveau des partenariats, on est en train de développer quelque chose qui va nous permettre à la fois d'allier le face-à-face et les moyens électroniques. Même chose au niveau du colloque comme tel. Cette année, il sera entièrement visuel, mais pour nous, il y a comme une intention très claire à la fois, puis ça peut-être ce sera le côté quand même intéressant pour la FESAC. La FESAC étant une association vraiment provinciale, on a des membres en Gaspésie, en Abitibi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, aux îles de la Madeleine. Et les gens, en novembre, il y a quand même beaucoup de gens qui se déplacent. L'année dernière, c'était à Boucherville, l'année d'avant à Drummondville, ensuite à Québec. Mais les gens viennent quand même, se déplacent des régions vers région de Montréal ou région de Québec pour venir à un colloque. Mais évidemment, tout le monde ne peut pas le faire. Ou, par exemple, une fondation qui va avoir 4 employés au Saguenay, ben, tu vas avoir une seule personne qui va pouvoir venir au colloque. Alors, en développant le mode électronique et en pouvant avoir un colloque qui sera dans une éventualité en 2021 hybride, c'est certain qu'on pourra répondre probablement à une demande plus large et nécessairement en travaillant sur ces modes-là, toute notre offre de service où on faisait déjà des webinaires, donc ils étaient accessibles à n'importe qui à travers la province. Mais là, on est en train de regarder au niveau de parfois des formations qui se faisaient en salle, une formation par exemple d'une journée entière sur le don planifié. Tu sais que cette formation-là, qui souvent est accessible dans le cadre du colloque, la veille du colloque, on faisait une journée pré-colloque ou encore accessible aux gens de Montréal, parfois de Québec, et aux alentours, ben là, on regarde encore une fois dans des modes hybrides. Fait que c'est sûr et certain que ces éléments-là, pour nous, vont avoir, sont pensés dans une question de pérennisation. Même chose au niveau des membres, la FESAC en soi, quand on regarde le volume de dons des fondations, c'est énorme, mais la FESAC, ça reste une petite association. C'est 2 employés avec une personne qui travaille à contrat, là, donc l'équivalent à peu près d'un quart de temps. Fait qu'on peut dire l'équivalent de 2 employés et un quart. Mais malgré tout, moi, comme directeur général, le directeur général qui était là avant, on se déplace quand même. Hein. On va en région, on va rencontrer les membres, on va rencontrer les conseils d'administration, les directeurs généraux, parfois les équipes. Nécessairement,
il n'est pas question pour nous à plus long terme, dans une perspective où ça revient à la normale, d'arrêter ça. On va continuer d'aller en région. Par contre, étant donné que là, en ce moment, c'est pas mal mis sur pause, puis on ne sait pas pour combien de temps, on est en train de mettre sur pied, justement pour septembre, des possibilités de rencontres virtuelles avec les conseils d'administration où on pourrait faire un 15 minutes, un 30 minutes de présentation, justement, par exemple, sur les tendances, ce genre de choses-là. Donc, inévitablement, encore une fois, on va probablement aller plus loin dans le modèle hybride, c'est-à-dire on va continuer le face-à-face, continuer l'électronique, mais développer plus l'électronique ou les modes hybrides. Fait que c'est sûr et certain que ça aura amené du côté de la FESAC vraiment une adaptation positive qui va être pérenne dans nos services. C'est effectivement difficile de le projeter, puis on n'a pas de boule de cristal, mais moi, je pense vraiment que certains mécanismes, puis là, on en parle déjà là, à travers la province, donc c'est pas juste au niveau des organismes, mais c'est au niveau des entreprises, au niveau du travail à distance, par exemple. Moi, je pense que ce sont des éléments où on avait dans les fondations je pense, sans avoir une pensée uniforme, une pensée très répandue de dire c'est très important d'être là, faut être là à l'hôpital, faut être là sur les lieux parce que les donateurs, les rencontrer en face à face. C'était et c'est encore vrai, mais je pense que là, le travail à distance va démontrer qu'il y a certainement moyen d'avoir, là, encore une fois, une formule hybride. Fait que moi, je pense qu'il y a des éléments là qui sont certainement partiellement là pour rester au niveau de certaines pratiques. Tout à l'heure, je mentionnais les fins d'année financières des fondations qui sont pour beaucoup de cas au 31 mars. Donc, l'arrivée de la crise au même moment, là, comme l'année financière finit le 31 mars, très souvent, les assemblées générales se passent au mois de juin, un peu avant l'été. Alors, inévitablement, là, il y avait le volet légal. Peut-on tenir une assemblée générale à distance, tenir des votes et que du point de vue de la loi, ça fonctionne. Puis le volet pratique, bien entendu. Je pense pas que les assemblées générales vont être appelées à être virtuelles à jamais, mais par contre, en ayant développé ce genre de mécanisme-là, je pense que nécessairement les fondations, les organismes vont être beaucoup mieux adaptés à une autre crise potentielle ou à des situations qui pourraient arriver ponctuelles et qui permettraient de ne pas, par exemple, remettre une assemblée générale, mais de la tenir en mode virtuel, alors que ce soit au niveau, bon, l'assemblée générale, c'est un exemple sans dire extrême, mais en tout cas, c'est pas simple de réunir s'il y a plusieurs membres, mais pour une assemblée de conseil d'administration, c'est la même chose. La FESAC, d'ailleurs, ayant un conseil d'administration provincial avec des gens à distance, ben on utilisait déjà des modes comme ça, mais là, ça nous a permis de les développer puis d'aller plus loin. Mais là, je pense que les fondations qui, elles, sont plus locales, ben nécessairement, leur conseil d'administration se tenait toujours face à face. Mais là, maintenant, on connaît justement les volets légaux, on connaît ces mécanismes-là par rapport à la possibilité, par rapport aux résolutions puis tout ça, parce que ça a été documenté. Fait que c'est sûr que ça fait partie des choses qui vont rester au niveau des fondations. Je pense, par exemple, puis ça, évidemment, ça aussi, on y va encore avec la boule de cristal qu'on essaie de voir. Tout ce qui s'est passé, tout à l'heure, je donnais l'exemple des artistes qui ont été très créatifs dans leur façon de faire, mais moi, j'ai pas mal la certitude qu'on ne peut pas continuer à faire des concerts virtuels pendant des mois et des années et que les gens continuent de s'y intéresser. De toute façon, il y a déjà eu beaucoup de réactions là, à travers la province. On en entend et puis moi, je ne suis pas surpris là, de voir ça. Alors là, peut-être une des plus grandes incertitudes, c'est que est-ce que le capital de sympathie qu'il y a eu autour de la crise dans les sollicitations de dons vont perdurer dans l'éventualité que on ne sait pas exactement au niveau économique comment ça va se passer. Puis dans un deuxième temps, ben, d'avoir réussi de façon excessivement créative, originale, à transformer des événements en événements virtuels, je pense pas qu'on peut reproduire ça l'année prochaine et l'autre année.
Alors là, il y a quand même un élément d'incertitude que je crois pas qu'on peut parler nécessairement de pérennisation parce que vraiment euh, l'événement virtuel, en tout cas, je pense que c'est temporaire, mais ça peut pas rester. Je pense que ça va faire, au niveau de l'événementiel, ça va amener de la transformation. Les fondations qui ont encore l'ensemble de leurs activités de levée de fonds, s'il y a un très fort pourcentage autour de l'événementiel, nécessairement, ça ne pourra pas rester comme ça à long terme, pour différentes raisons. Premièrement, on ne sait pas combien de temps va durer cette crise-là. Deuxièmement, on ne sait pas par la suite comment les gens vont réagir. Parce que, bon, supposons que dans un an, il y a un vaccin, puis que dans 15 mois, tout le monde est vacciné. Mais malgré tout, est-ce que les gens, les habitudes qu'ils vont avoir développées par rapport au regroupement en grand nombre, être 500 dans une salle de bal pour un souper bénéfice, ce genre de choses-là. Alors, est-ce qu'il y aura des réactions? Là, on est vraiment dans la boule de cristal. On ne sait pas comment les gens vont réagir, mais on peut penser qu'il va y avoir des différences. Donc, l'adaptation, je pense, au niveau de diminuer l'événementiel ou la part de l'événementiel dans l'ensemble de la levée de fonds, je suis à peu près certain que dans un certain temps, on aura vu ça, mais de toute façon, on voit déjà dans les réflexes qu'il y a eu, ou par exemple, oui, bien sûr, au début, les gens ont tout de suite regardé pour entretenir le lien avec leurs donateurs, mais il y a eu beaucoup de choses, entre autres, qui se sont faites, on a entendu parler, au niveau du don planifié. Dans le don planifié, c'est comme reconnu une des raisons principales que les gens font pas du don planifié, c'est ils veulent pas parler de la mort ou ils veulent pas entendre parler de la mort. Mais là, on en entend parler de la mort à tous les jours. Est-ce que ça devient plus concret puis que c'est un des éléments? C'est une hypothèse tout à fait plausible, mais donc, par exemple, les programmes comme les programmes de dons planifiés, travailler tout l'élément que j'appelle moi souvent philanthropie 101, donc tout le cycle du donateur, entrer, mise en relation, entretenir le lien, amener faire monter le donateur dans la pyramide de dons. Nécessairement, même si tout ça a évolué de façon très positive, que les fondations sont quand même beaucoup plus là qu'elles y étaient il y a 20 ans ou il y a 30 ans, je pense qu'on va aussi tendre plus vers ça nécessairement parce que l'événementiel pourra peut-être plus, en tout cas, il va y avoir encore de l'événementiel, ça ne s'arrêtera pas, mais il va y avoir des transformations. Et un autre élément auquel je pense, mais que c'est très propre aux fondations hospitalières, ben presque toutes les fondations hospitalières organisent une loto-voyage. Ben, on s'entend que les loto-voyages, en ce moment, ont peut-être un petit peu moins à la cote. Fait que ça fait partie des choses qu'il y a eu beaucoup d'échanges entre les membres, avec nous et entre eux, à savoir, bon, là, vous planifiez comment? Pensez-vous déjà à 2021? Est-ce que vous changez vos lots voyages pour autre chose? Mais nécessairement, c'est qu'à partir du moment où ces éléments-là risquent de soit ne plus jamais être pareils, ou du moins en partie, moi je pense que c'est en partie, mais nécessairement, ça va amener des transformations, puis les pratiques pourraient être différentes. Et en soi, je pense que ça sera à moyen long terme un élément positif, en ce sens que, comme je disais, il y a toujours eu, il y aura toujours de l'événementiel. L'événementiel a définitivement sa place dans la levée de fonds. Elle a plusieurs valeurs ajoutées, elle a plusieurs éléments positifs, les événements de levée de fonds, vraiment l'événementiel. Par contre, quand ça prend une trop grande place, bien évidemment, là, c'est là que ça devient un déséquilibre. Alors peut-être que ça créera quelque chose là, d'assez positif à ce niveau-là dans la transformation. Il y aura assurément, tout comme dans l'entreprise privée, les restaurants, tout ça, oui, plusieurs organismes qui vont pas survivre, qui peut-être déjà sont disparus. Et nécessairement, moi je pense que dans le milieu en général, la plupart des gens s'entendent se dire il n'y a pas de cause qui n'est pas une cause noble. Toutes les causes en valent autant la peine. Nous, on travaille dans le domaine de la santé, mais
peu importe quelle est la cause, dans les arts, dans l'environnement, dans l'éducation et tout, mais évidemment, tout ce qui a rapport au communautaire, ça a une grande importance dans la société. D'ailleurs, le secteur caritatif global, il y a des chiffres là-dessus là, qui parlent de l'importance que ça a au Québec, au Canada, puis on parle d'une importance du PIB plus grande que le pétrole, l'industrie du pétrole. Donc, ça démontre quand même l'importance. Par contre, il y a quand même, puis j'insiste de dire, il n'y a pas de cause noble, il y a pas un organisme qu'on devrait dire tel organisme devrait moins exister que l'autre. Moi, je pense qu'il y a pas personne qui pense comme ça. Par contre, il est évident qu'il y a un dédoublement énorme dans un paquet de secteurs par rapport à des organismes qui font la même chose. À la FESAC, on a déjà, puis notre dernier colloque, sans que le thème principal était celui-là, mais ça donne qu'il y avait quand même beaucoup d'ateliers là-dessus, c'est-à-dire l'ensemble du spectre des collaborations qui peuvent passer de un événement commun entre différents organismes, mais qui peuvent aller, quand on va à l'autre bout du spectre complètement, à des fusions d'organismes. Et à travers ça, toutes sortes de collaborations de tout ordre, donc dans des événements, mais aussi, par exemple, une loterie, comme dont je parlais tout à l'heure. Il va y avoir, par exemple, en Estrie, la grosse fondation du CHU de Sherbrooke organise une loterie auquel a fait participer plusieurs autres organismes et qui vont chercher finalement leur partie. Moi, je pense que ce type de collaboration-là, il y en a déjà beaucoup à travers la province, mais nécessairement, je crois que ça fait partie des choses sur lesquelles on va devoir se pencher. Et je dirais que ça serait une leçon indirecte parce que c'est pas la crise qui a amené ça, mais peut-être qu'elle va amener plus ça, peut-être qu'elle va faire en sorte que des organismes en difficulté vont devoir plus collaborer ou même fusionner. Est-ce que, par exemple, 2-3 petits organismes dans un même territoire pourraient pousser des collaborations jusqu'à avoir, par exemple, des ressources partagées? C'est quelque chose, on dit souvent, puis moi, quand je parle au niveau de la gouvernance puis de la gestion des organismes, des fondations, je mentionne souvent l'élément, on doit s'inspirer du secteur privé et l'adapter. Donc, inspirer, adapter, il y a deux verbes, mais pour moi, ils sont tout aussi importants en ce sens qu'il y a plein de choses qui se passent au niveau du secteur privé qui font partie des bonnes pratiques en gestion, en gouvernance aussi, mais qui doivent être adaptés au niveau des organismes. Mais l'exemple des ressources partagées, ça fait un bout de temps que ça a commencé dans le privé, autant des espaces que des ressources. Alors, pourquoi 3 petits organismes ne pourraient pas avoir une personne très qualifiée en communication et avec un certain nombre, par exemple, de clauses de confidentialité, travailler pour 3 organismes différents qui fait une tâche à temps plein avec une personne très qualifiée, mais qui travaille pour 3 petits organismes. Je pense, c'est évidemment un exemple que je donne, mais je pense que ça pourra faire partie des effets indirects, mais certainement qu'on devra regarder. Fait que moi, je pense que l'élément collaboration et même fusion, parce que là, il va y avoir, comme on disait, un certain nombre d'organismes qui vont en mourir. C'est triste. Moi, je pense qu'aucun organisme ne devrait mourir, mais est-ce qu'à travers ça, on n'en profitera pas justement pour adapter puis peut-être se repositionner? Moi, je crois fermement que l'Institut Malais et des organismes comme ça, dans cet élément-là de réflexion, puis la FESAC en fait partie dans l'élément de réflexion globale, peut nécessairement aider à pousser cette réflexion-là, puis d'une certaine mesure orienter pour améliorer les choses, puis qu'on en sorte grandi. On a très rapidement au début, il y a eu plein d'analyses là, qui ont été faites. Vous en parliez tout à l'heure, vous avez fait vous-même un sondage. Il y a des organismes privés là, qui en ont fait aussi beaucoup pour essayer de voir justement les réactions. Je pense que dans ce cas-là, on est clairement dans une première. Hein. Ce qui se passe ici, c'est bien dur de comparer avec la grippe espagnole il y a 100 ans. Puis dans un autre contexte, c'est très dur de comparer d'un point de vue crise économique
parce qu'il n'y a jamais eu une crise économique comme celle qui commence ou qui se dessine, parce qu'encore une fois, on n'a pas tous les impacts, sur lequel il y a des comparables. Moi, je pense que là, la seule chose justement que les organisations pourront faire, c'est d'essayer d'anticiper. Pour l'instant, là, il y a pas de, il y a tellement pas de réponse. Fait que quand j'entendais au tout début dire, dans le cadre de précédentes crises économiques, il y a eu tel élément, c'était et c'est encore vrai. Par contre, comme il y a pas eu de première, ben, on compare quand même un peu des pommes et des bananes, à mon avis. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour le futur? Moi, je pense le mieux possible, puis justement des éléments dont on a parlé au niveau de l'adaptation, je pense l'ouverture. Je pense que l'ouverture va devenir quelque chose d'absolument fondamental en ce sens que, à partir du moment où on disait non, le travail à distance, là, je pense qu'on peut plus avoir cette attitude-là. C'est un exemple, mais moi, je pense qu'il y a plusieurs choses sur lesquelles on était fermé. Et que tout d'un coup, on n'aurait plus le choix de s'ouvrir. Puis ne serait-ce que d'un point de vue de l'environnement, je pense que ça peut être un bon exemple, mais c'est définitif qu'il y aura un certain nombre de changements qui devront devenir permanents, qui vont nécessiter qu'au niveau de la façon qu'on a de voir les choses, ça va devoir être différent.